Salut à tous et bienvenue sous cette vidéo spéciale Bordeaux-Monaco comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Et oui, on y est bientôt, on est vraiment sur le sprint final, plus que 6 matchs. 6 matchs pour aller chercher peut-être un titre, vu que Lille nous a offert un match nul en ouverture de cette 33e journée, ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 2 points du leader avec une victoire contre Bordeaux, ce qui serait fantastique pour aller vraiment peut-être chercher un titre sur les dernières journées. À noter aussi que il faut aussi aller chercher l'Europe parce que même si on joue encore le titre, on n'est pas encore assuré d'être qualifié pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Il nous faut une victoire pour prendre nos points nécessaires sur l'Olympique de Marseille, qui est la première équipe non européenne. En cas de victoire, on sera assuré d'aller jouer au minimum cette Europa League conférence. Bien sûr, on cherche tous à aller chercher la Ligue des Champions, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, on va faire un petit point pendant un quart d'heure, 20 minutes rapidement sur tout ce qui concerne ce match contre Bordeaux, les compos, les groupes et les statistiques. On va voir tout ça ensemble et après on fera un petit point sur le chat, on pourra discuter ensemble, vous pouvez poser des questions sans souci. À noter du coup pour ceux qui me suivent sur YouTube, sachez que vous pouvez toujours aller sur Twitch voir le replay si vous souhaitez voir le chat, le live chat qui est coupé à la vidéo parce que ça fait un peu trop long après sur YouTube. J'en profite tout de suite pour remercier toutes les personnes qui me follow depuis un certain temps maintenant. Là, ça fait plusieurs semaines que je fais ce type de vidéo et c'est l'air de vous plaire parce que j'ai de plus en plus de followers. Ça fait très plaisir, merci à vous. Et pour ceux qui le font pas encore, sachez que grâce à ça, vous avez aussi des notifications qui vous permettent de savoir quand je suis en live, pas forcément pour des avant-matchs, parce que je fais aussi d'autres choses. C'est toujours bien. Et en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, on va partir, on va commencer à regarder comme d'habitude un petit point sur le classement et sur cette 33e journée de Ligue 1 qui a commencé déjà par le match voiture, comme je disais, de Lille, qui allait faire un match nul, qui a fait un match nul plutôt à domicile. J'ai pas vu le match, mais de ce qu'on a pu en voir, a priori, c'était déjà bien, pas vraiment mérité le match nul. Ils ont déjà récupéré un point qui était bien pour eux. A priori, Montpellier a quand même assez bien dominé, a eu des occasions, et même l'arbitrage était un peu litigieux. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est déjà bien que Lille perde des points. Ils en ont 5 d'avance sur nous à l'heure actuelle. Si on peut aller en gratter 3 avec une victoire contre Bordeaux, ce serait extrêmement bien pour aller chercher potentiellement un titre, on ne sait jamais. À noter que le Paris Saint-Germain va recevoir Saint-Etienne cet après-midi. Ça semble carrément à leur portée, mais bon, j'ai dit la même chose sur les matchs contre Nantes, contre Lorient, et pourtant à domicile ils ont perdu contre ces équipes-là. Alors attention, après la Ligue des Champions, c'est toujours dur d'aller jouer contre une équipe qui joue le maintien. Bon, même si Saint-Etienne a un peu plus d'avance, donc ça devrait aller un peu mieux. Ils sont relancés après leur victoire 4-0 justement contre Bordeaux. Euh, Paris a beaucoup d'absents et potentiellement il pourrait perdre des points, ce qui nous arrangerait là aussi. Et à noter du coup que le dernier match de cette 33e journée, c'est Lyon qui est en déplacement à Nantes. Pas facile non plus, que Nantes joue sa survie, a encore la possibilité, contrairement à Dijon qui est vraiment dans le dur maintenant. Nantes a encore la possibilité d'aller se sauver, donc chaque point va compter pour eux, donc pas facile pour Lyon aussi ce match-là. Quant à nous, on rencontre Bordeaux, actuellement 15e, mais si on regarde quelques journées en arrière, ils étaient 7e et jouaient encore l'Europe. Donc là, ils sont vraiment sur une série catastrophique. On y reviendra tout à l'heure sur les stats. C'est 4 points gagnés uniquement sur les 11 derniers matchs. Donc vraiment une chute phénoménale. On va espérer surtout maintenant qu'ils vont pas se relever contre nous. Parce qu'il y a eu pas mal de messages dans la presse comme quoi ils essayent de se remobiliser parce que c'était inadmissible la situation dans laquelle ils étaient. On peut le comprendre. On va espérer que ça dure encore un match pour pouvoir en profiter contre cette équipe. Savoir qu'elle est plus qu'à 6 points du barragiste. Donc ça devient urgent pour eux de commencer à grappiller un peu des points s'ils veulent pas faire un barrage, voire être relégués directement. À noter les petites cotes du coup de mon partenaire Vebet, elles sont très intéressantes là aussi. 1,6 la victoire de Monaco, elle est clairement attendue forcément contre un Bordeaux qui est vraiment à la peine. 5-6 seulement la victoire à domicile, c'est vraiment une très très grosse cote pour un club qui joue à domicile, ce qui prouve vraiment que Monaco est largement favori sur ce match là. Le groupe de l'AS Monaco, donc Kovac nous a annoncé ce groupe de 20 joueurs hier soir et avec pas mal de surprises parce qu'on ne s'y attendait pas. En tout cas, j'avais pas vu d'infos filtrées là-dessus avec 4 absents dus à la Covid, un cluster à Monaco. C'est catastrophique parce que du coup on se dit s'il y en a déjà 4, est-ce qu'il s'étend alors qu'on a de très gros matchs qui arrivent, surtout le match de coupe contre Lyon. Pour l'instant on a un peu de chance dans notre malheur parce que ça concerne uniquement 4 jeunes joueurs qui sont plus des éléments de la rotation plutôt que des titulaires indiscutables de Monaco, même si ça offre beaucoup de moins de solutions forcément à Kovac dans une période où on va jouer des matchs tous les 3 jours maintenant. Ces 4 joueurs, donc du coup Matsima, Milo, Mattazo, les 3 jeunes joueurs justement qui sortent du centre de formation cette année, ils sont tous les 3 touchés, auxquels on peut ajouter aussi Diatta, qui après
C'est ce que je présume. Il n'y a pas eu d'information que c'était clairement ces joueurs-là. Dans la presse aussi, c'est ces joueurs-là qui ressortent. Mais on peut voir aussi que Pellegrini n'est pas dans le groupe, est absent. C'était aussi le cas déjà sur le match précédent. Il n'était pas dans le groupe. Pas de blessure apparemment, parce que normalement le club communique assez bien sur les blessures de Pellegrini, c'est un peu étrange, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas là. Et comme moi j'ai dit sur Twitter, je trouvais assez étrange qu'on a un groupe de 20 joueurs et 3 gardiens, parce que du coup personne va aller en tribune, il y aura 2 gardiens sur le banc. Je trouve ça vraiment pas utile d'avoir un gardien, ce qui servira absolument rien. La probabilité qu'on ait 3 gardiens qui jouent un match est quand même vraiment très très faible. Et à choisir, j'aurais préféré qu'on convoque un Pellegrini, voire même un Naïk Benasser. Même, on sait très bien qu'il ne jouera pas et qu'il n'a pas forcément la forme physique pour ça. Mais ça reste toujours une solution un peu plus intéressante qu'un troisième gardien. Enfin voilà, c'est mon point, c'est mon avis personnel sur ce point-ci. À noter dans les absences, du coup il y a aussi Fabregas blessé sur le dernier match malheureusement. J'ai pas vu d'infos passer sur la gravité de sa blessure. Je sais pas si vous en avez, en tout cas allez-y dans le chat si vous en avez, parce que j'ai rien vu. Mais pour moi ça sent malheureusement la fin de saison pour lui, ce qui est vraiment dommage, que c'est un élément assez important, surtout dans le groupe, parce que même le fait qu'il ne soit pas présent dans les entraînements collectifs, ça va manquer je pense au groupe, le mental qu'il peut avoir, et du coup toute cette expérience qu'il a, surtout de jouer des fins de saison telles qu'on la joue actuellement. Dans l'autre sens, on peut voir du coup le retour de Goebbels, enfin, ça fait 10 matchs qu'il n'était pas là et il fait enfin son retour. Alors, est-ce que c'est un retour forcé pour faire le nombre, et que du coup il n'est pas forcément prêt et qu'il va juste s'asseoir sur le banc pour faire le groupe de 20, à voir en tout cas. Donc ça fait plaisir, on aurait pu espérer avoir enfin un groupe complet, malheureusement blessure de Fabregas, Covid, nous empêche d'être complètement au complet sur cette fin de saison. Un seul joueur à noter donc qui peut être suspendu, c'est Maripane, carton jaune sur le dernier match, qui fait qu'il est dans sa zone de... Sur les 10 matchs, il a déjà ses 2 cartons jaunes. Le troisième, il faut pas qu'il le chope sur 2 matchs, celui-ci, et donc le match de coupe contre Lyon. À noter qu'en cas de carton jaune sur ce match-ci contre Bordeaux, il est suspendu contre Lyon, pas en coupe, mais en championnat. Ce qu'il faudrait vraiment éviter, autant être au complet contre Lyon. Voilà, si en tout cas du groupe sélectionné par Kovac, on va faire un petit tour du côté des Bordelais. Un groupe classique, vraiment pas d'absence. Les absences sont des joueurs qui sont absents depuis quelques temps. Octavio, qui a joué le milieu défensif, 18 matchs cette saison, ça fait 12 matchs de suite qu'il est absent avec une blessure au talon. Voilà, donc pas d'absence surprise. Kalou, pardon, aussi est absent depuis 3 matchs déjà, lui aussi qui avait joué 18 matchs cette saison. Donc ça ne change pas grand chose au groupe. Bakwa, lui, est absent depuis ce match-ci, parce qu'il est malade, mais bon, c'est pareil, c'est un joueur qui a joué 7 matchs, et c'est 7 bouts de match, donc c'est pas une absence importante. Les autres joueurs sont des absences, des joueurs des choix du coach, donc des joueurs qui ne sont pas forcément importants. Si on regarde le groupe qui est bordelais, quelles sont les grosses forces en présence, bon, forcément, c'est leur attaquant Wang, en espérant faire la bonne prononciation, qui est à 11 buts et 2 passes décisives cette saison. C'est surtout la plus grosse menace, parce que si on regarde derrière, après, statistiquement, le joueur qui est le plus haut, c'est Oudin, avec 4 buts et 4 passes décisives, c'est assez loin. Même les 2 joueurs d'expérience, qui sont Depréville et Ben Arfa, voilà, Depréville, c'est 1 but et 2 passes décisives, et seulement 2 buts et 4 passes décisives pour Ben Arfa. Des joueurs qui ont du mal du coup à enchaîner, comparé aux saisons précédentes qu'ils ont pu faire, où ils étaient statistiquement beaucoup plus haut que ça. Concernant le gardien, du coup, c'est Costille qui est dans les cages. Gardien qui est 14e sur les 22 gardiens de Ligue 1 statistiquement, avec 28% non, quand même pas, 68% d'arrêt pour lui. Côté statistiques, on commence par les statistiques de l'AS Monaco, bien sûr. De très bonnes statistiques, même si on est très très performant à domicile, puisqu'on est la meilleure équipe à domicile. À l'extérieur, c'est plus compliqué, surtout dû à un début de saison assez compliqué, avec de mauvais résultats qu'on a eu. On est seulement la 6e équipe à l'extérieur en déplacement, avec 9 victoires et 6 défaites, 0 match nul. Donc c'est ou l'un ou l'autre, en espérant que ce soir ce soit l'un, surtout, la victoire qu'on irait chercher. Offensivement, on est la 3e attaque avec 1,9 buts inscrits, donc quasiment 2 buts à tous les matchs à l'extérieur. Vraiment une très très grosse stat. Défensivement, là aussi on est largement meilleur, parce que du coup on est passé à 1,4 buts encaissés par match, ce qui fait de nous la 7e défense. Là on était vraiment très très bas, il y a encore 3-4 mois de ça, on était vraiment une équipe qui avait du mal à l'extérieur, qui encaissait pas mal de buts. Ça va beaucoup mieux depuis. On peut le voir sur les buts encaissés, on est sur une série assez folle, de 6 clean sheets, toutes compétitions confondues, mais à la suite on a encaissé seulement un but sur les 9 derniers matchs, donc vraiment
complètement imperméable, vraiment très peu de chances laissées à nos adversaires et en espérant que ça va continuer contre une équipe bordelaise, on le verra, qui a beaucoup de mal offensivement. Ce serait bien de rajouter encore un clean sheet à cette superbe série. À noter qu'offensivement, on a eu un petit creux avec donc, ces deux matchs contre Lille et contre Strasbourg, on n'a pas inscrit de but. Depuis, on s'est vraiment bien rattrapé. Si on met de côté le match de Coupe de France de Metz, bien sûr, c'est 11 buts en 3 matchs en Ligue 1. Donc voilà, en espérant qu'on continue sur cette très grosse forme offensive, parce que ça fait toujours du bien. Même si elle intervient surtout en deuxième mi-temps et qu'en première mi-temps, on a vraiment du mal à se mettre à l'abri. C'est plutôt sur les fins de match qu'on se va chercher nos victoires. Voilà, à noter du coup sur les 5 derniers matchs, c'est seulement un but encaissé, comme on peut le voir d'un point de vue statistique. Sur les statistiques de Bordeaux, hop, voilà qu'elle s'affiche. À domicile, du coup, c'est une équipe qui a plus de mal. C'est la 13e équipe à domicile. 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Et encore, c'est surtout vis-à-vis de son début de saison qui est très performant. Comme vous pouvez le voir sur le nombre de buts encaissés sur le début de saison était très faible. C'était vraiment une très très bonne défense en début de saison. C'est beaucoup plus compliqué depuis. Comme vous pouvez le voir, eux, c'est sur les 3 derniers matchs, c'est 11 buts encaissés. Pas inscrits comme pour nous. Vous pouvez le regarder sur le petit graphique de leurs résultats. Il y a du rouge de partout. Il y a une seule victoire et elle est contre Dijon, l'équipe que tout le monde va gagner en ce moment. Sinon, sur les 11 derniers matchs, c'est une seule victoire et un seul match nul, toutes compétitions confondues, qui se sont fait éliminer aussi rapidement en Coupe de France. Donc vraiment très très compliqué pour eux à l'heure actuelle. Offensivement, comme je disais, c'est très compliqué aussi. 0,9 buts seulement inscrits, ce qui feront de eux la 18e attaque à domicile de Ligue 1, donc vraiment très très faible. Et beaucoup de mal sur ces derniers matchs surtout. Défensivement, là par contre c'est beaucoup mieux statistiquement. Ils sont la 6e défense de Ligue 1 avec 1,1 but encaissé à domicile. Mais comme je disais, c'est surtout dû à un début de saison où ils étaient vraiment très très forts défensivement. Si on se projette uniquement sur les derniers matchs, là c'est beaucoup plus compliqué. Bon, comme j'ai dit, forcément 11 buts encaissés. Bon, après, c'est contre des équipes comme Saint-Etienne, Strasbourg, Montpellier. Deux équipes qui tournent bien. Saint-Etienne, c'était plus compliqué, mais du coup, ils en ont quand même collé 4. On peut espérer que nous aussi, on puisse aller chercher des buts contre cette équipe. Du coup, il faut noter que du coup, ça fait 6 matchs sans victoire pour eux à domicile, quand même, donc dans une très mauvaise série. À nous d'en profiter aussi. Concernant les stats globales entre ces deux équipes, forcément elles sont largement à la faveur de l'AS Monaco. Offensivement, on est une équipe qui frappe beaucoup. On est la 4e équipe qui frappe le plus avec ses 12,9 frappes par match. Bordeaux n'est pas en reste aussi, hein, c'est une équipe qui frappe pas mal, 13e équipe à frapper. Niveau de la défense, on les tire concédés, forcément Monaco est toujours l'équipe qui encaisse le moins de frappes dans un match, moins de 9 frappes par match, vraiment très très faible. Bordeaux est 13e là aussi dans ce classement. Côté possession, là où Monaco est 3e, Bordeaux est 9e. Et côté passe, on retrouve des statistiques identiques. Monaco est 3e, Bordeaux 7e. Donc voilà, c'est pas une équipe qui est complètement soumise. Elle essaye quand même de faire le jeu et ne lâche pas complètement le ballon. C'est pas une équipe qui se met en bloc défensif complètement non plus. Elle va chercher à essayer de nous mettre des buts, même si c'est très compliqué pour eux en ce moment. Côté des clean sheets, largement en notre faveur, ils en ont fait très très peu cette année Bordeaux, donc on peut s'attendre quand même à inscrire des buts contre cette défense là. Même si derrière il y a un Kossil qui fait le taf quand même, vous pouvez le voir, 3,1 arrêts par match, hein, c'est le double de ce que peut faire Lecomte, qui n'est plus le dernier gardien de Ligue 1 maintenant, c'est fait grâce à son dernier match et surtout au match que Bernardi a pu faire, pas Bernardi, Bernardoni, pardon, a pu faire avec Angers hier. Du coup, il est passé le plus mauvais gardien. Donc maintenant, notre gardien est le 21e sur 22. Là où du coup, Kossil est 14e. Donc, j'ai pu le disais, avec 68% d'arrêt. Côté historique entre les deux équipes, à noter déjà que c'est l'équipe qu'on a le plus rencontré en championnat. Ça va être notre 111e match contre Bordeaux. Donc vraiment l'équipe qu'on a le plus rencontré. Et c'est absolument pas en notre faveur les statistiques. On peut le voir même ne serait-ce que déjà depuis notre remontée en Ligue 1. Il y a eu un petit passage où forcément pendant de très très bonnes années et le titre, du coup on allait chercher des victoires, sinon c'est très compliqué contre eux. Même à l'extérieur, c'est depuis 2017 qu'on n'a pas gagné à Bordeaux. On est sur une série de 2 défaites consécutives, hein, c'est pas non plus extraordinaire, parce qu'on avait commencé en début de saison à jouer contre eux et on n'a pas encore joué cette année, c'est pour ça que ça paraît lointain, mais il n'y a que 2 matchs seulement sur cette période-là. À noter qu'en général c'est seulement 35% de victoires contre Bordeaux et 25% uniquement à l'extérieur, donc vraiment très très faible. Les compos des médias donc de l'équipe et de Nice Matin.
Côté monégasque, les compos sont assez identiques. Le choix se fait, comme souvent ces derniers temps, l'un choisit Badiachil, l'autre va choisir Dissassi. Des fois, c'est aussi avec Maripane, voilà. Et les médias ne savent pas non plus qui c'est qui va jouer parmi nos défenseurs. Donc là aussi, voilà, un choix qui n'a pas été fait entre les deux. Après, concernant les deux autres postes où il y a des incertitudes, l'équipe nous fait un choix où il ne fait pas jouer les deux attaquants, parce que du coup, il n'y a ni Ben Yedder ni Voland dans son 11. Et inscrit du coup Diop et Aguilar à la place en tant que titulaire. Là où Nice ce matin nous annonce une attaque avec les trois attaquants directement. Du coup, ce qui serait assez étrange, parce que du coup, sur le banc, on n'aurait plus rien. Il ne resterait plus que Goebbels qui est seulement de retour de blessure, et Pellegrini n'est même pas là. Ça me semble assez étrange. Donc pour moi, les deux compos d'un côté et de l'autre sont étranges, et je m'attends plutôt à un mix des deux qu'à une de ces deux compos là. L'équipe du coup annonce que Voland ne devrait pas être titulaire parce qu'en fait statistiquement jamais Kovac n'a fait rejouer un joueur titulaire quand il a été absent le match précédent. Bon, je suis pas allé vérifier, mais il me semble que c'est pas juste. Il me semble qu'on a déjà eu des cas, surtout là il a été malade, il n'a pas non plus été blessé, il revient seulement du match où il n'a pas pu jouer, donc pas de raison non plus qu'il soit hors de forme et qu'il ne puisse pas assurer une place de titulaire. Côté bordelais, deux joueurs qui ne sont pas identiques dans les deux compos, donc on a Zerkan et Ben Arfa d'un côté, et de l'autre côté c'est Basic et Depréville qui sont titulaires. Sinon on retrouve du coup la même 11 qui a joué contre Bordeaux du coup à un joueur près dans une des deux équipes, donc a priori pas de gros changements annoncés par les médias. Côté arbitrage, pas forcément une bonne nouvelle, puisque c'est François Le Texier qui va nous arbitrer. Il est 13e sur les 24 gardiens au niveau du classement des notes qu'on peuvent lui attribuer les médias. Donc pas forcément un arbitre qui nous réussit, surtout un arbitre qui nous a beaucoup arbitré. S'il est déjà à 12 matchs, ce sera son 13e pour nous depuis 2016, hein, que je tiens des statistiques. Et si on regarde tous les arbitres qui ont fait plus de 10 matchs, bah, il est 8 sur les 9e, hein, vraiment, donc pas une moyenne très très haute. C'est son troisième match et c'est contre nous. Pas grand chose à noter, hein, parce que du coup c'était contre Marseille et contre Reims, le premier match en ouverture. Donc pas non plus, j'ai pas à souvenir en tout cas de grosses bévues. On peut voir ses notes sont plutôt moyennes 5-4, 4-4 sur ces matchs-là. Il faut remonter plus loin dans le passé pour voir des matchs plus compliqués comme le 1-4 subi contre le PSG l'année dernière, 2,4 sur sa note. Elle s'explique totalement. Notez que c'est un des arbitres qui me donne le plus de cartons jaunes aussi. Donc attention, surtout à Maripane qui ne soit pas suspendu après contre Lyon. Côté pronostic, donc qu'est-ce que moi j'ai prévu? J'annonce une victoire 2-0. Je nous vois encore faire un clean sheet puisqu'on est face à une équipe qui est très faible offensivement, qui a vraiment du mal à trouver des solutions. Nous, de notre côté, on n'a pas d'absence de ce côté-ci. On est plutôt serein. On empêche vraiment nos adversaires de frapper. Donc, je ne pense pas que c'est sur ce match-là qu'on va être en danger. Je m'attends plus que ce soit sur le match contre Lyon qui nous fasse casser notre série de clean sheet. Après, offensivement, oui, on pourrait aller dire qu'on va peut-être aller en mettre un 3, un 4 Après, il y a la révolte du côté bordelais. Est-ce que ça va pas jouer un peu? Est-ce qu'ils vont pas être un peu plus resserrés? Est-ce qu'ils vont pas réussir à faire des meilleurs résultats? Donc voilà, je m'attends pas non plus à un festival offensif. Qu'on a pu voir statistiquement, Bordeaux, normalement, encaisse peu de buts aussi à domicile, même si c'est souvent au début de saison qu'ils ont enchaîné des clean sheets. Je préfère jouer safe et jouer que 2 buts plutôt que d'aller chercher un troisième. Est-ce que Monaco va réaliser? Non, oui, non, ce n'est pas ça du tout. J'ai pas affiché le bon template. Ah, attendez, hop. Je vais essayer de vous le chercher pour afficher les bonnes questions. C'est un peu dommage. Je n'ai pas fait le tour avant de lancer mon live. Bon, c'est les surprises pendant les lives. Ah, forcément, pendant que je suis en live, ça rame mon PC. Il n'arrive pas à tout faire. Allez, plus qu'un effort. Et c'est validé. Voilà, c'est bon, il est affiché normalement. Est-ce qu'il y aura plus de buteurs différents? Donc, est-ce qu'il y aura au minimum 3 buteurs pour les deux équipes? Attention, hein, les buteurs bordelais comptent aussi. Bon, déjà, je vois pas Bordeaux marquer, je vois pas plus de 2 buts, donc forcément, j'allais pas dire un oui à cette question-là. Sachant que j'ai regardé sur les derniers matchs, du coup, c'est arrivé que 2 fois sur les 8 derniers matchs qu'il y ait 3 buteurs différents dans nos matchs, donc c'est assez rare. Donc, pour ça, j'ai choisi de dire non. Est-ce que Golovin va être décisif? Il faut savoir qu'il a été décisif 7 matchs sur ses 20 participations. Donc, statistiquement, non. Et sur les derniers matchs, c'est 2 sur les 5 derniers. Donc,
En théorie, normalement, non. Donc, statistiquement, c'est plus proche du non. J'ai préféré choisir le non et d'assurer là aussi un point. Mon monégasque du match, bah, je retente un Voland. Je pense qu'il devrait être titulaire, comme vous pouvez le voir sur mon 11. Donc, je le retente. Je l'avais tenté au match avant. J'ai pas changé d'avis sur ce genre de match. Ça lui a bien réussi au match aller, hein. Je vous rappelle qu'il avait été l'homme du match avec un doublé. Je retente un coup de Voland. Concernant mon 11, bah, du coup, je fais le choix de pas mettre Badiachil titulaire. Je repars sur la même défense en me disant bah, on garde une équipe qui gagne en ce moment. Badiachil a été sorti à la mi-temps parce que sa mi-temps avait été jugée catastrophique en coupe. Bah, je pense qu'on le verra peut-être plus facilement en coupe quand il y aura un peu de rotation. Mais en tout cas, sur ce match-ci, à choisir, je préfère relancer du coup Dissassi et Maripane. Du moins, je pense que c'est ce qui va être fait. Je choisis de laisser Ben Yedder sur le banc parce que c'est ce qui semble être fait, même si personnellement, moi, ce n'est pas le choix que je ferais. Pour moi, Ben Yedder doit commencer les matchs. Pour moi, les compos que fait en ce moment Kovac au début de match ne sont pas bonnes. La preuve, il les change toujours à la mi-temps. J'ai regardé sur les 8 derniers matchs, c'est 2 buts inscrits en première mi-temps contre 14 en seconde mi-temps. Et très régulièrement, il y a des choix et des changements faits à la mi-temps. Je pense que son 11 de départ n'est pas forcément bon. Et que du coup, je suis pas d'accord en fait de mettre Ben Yedder sur le banc, même si certes, il rentre, il met des buts, mais je pense que s'il était titulaire, il les mettrait aussi ces buts-là. Personnellement, je ferais plutôt le choix de le mettre titulaire associé avec un Voland ou un Jovetic. Voilà. Bon, après, bah, purée, je vais suivre plutôt la tendance actuelle qui est que Jovetic est titulaire et Ben Yedder est sur le banc. C'était ce qui était un peu en sous-titre dans la conférence de presse de Kovac, donc je vais repartir là-dessus. J'ai choisi aussi de laisser Diop malgré un match assez compliqué de reprise pour lui. Mais en tout cas, voilà, je fais confiance en tant que titulaire. Voilà ce qui était de mes pronostics. Du coup, bah, on va passer sur la partie d'échange avec le chat pour Twitch. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent sur YouTube. La vidéo va s'arrêter là. Vous pouvez toujours aller voir le replay, en tout cas, sur Twitch, hein. Vous pouvez voir les échanges avec le chat si vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous et très bon match, en tout cas.